Nous sommes le 8 novembre 2024, dans un contexte de forte tension géopolitique internationale, dans lesquelles la course technologique à l'IA, l'intelligence artificielle, peut jouer un certain rôle. Et nous sommes aussi dans un contexte de crise politique, sociale et environnementale. Et sur ces derniers points, certaines façons d'utiliser l'IA peuvent aussi avoir un impact, une part de responsabilité. Et nous en parlons aujourd'hui dans le cadre d'audition sur l'IA pour TESACO, le projet Technologie émergente et sagesse collective de l'Académie des sciences morales et politiques, projet dirigé par le philosophe et académicien Daniel Andler, ici présent. Et je suis moi-même Mehdi Kamassi, directeur de recherche au CNRS. Et aujourd'hui, nous auditionnons Simon Thorpe. Bonjour Simon Thorpe. Bonjour tout le monde. Et donc, tu es directeur de recherche au CNRS. Tu as été pendant Émérite, plusieurs émérite. émérite, directeur de Retraité recherche. depuis l'année dernière, mais toujours. Emerit, Simon, you're such a young Oui. thing. You're spring chicken. How can you be emeritus? I can't believe it. Bon, pardon. 68 ans, hein. En tout cas, tu as été pendant plusieurs années directeur du laboratoire CERCO, Cerveau et Cognition, à Toulouse. Et tu as été aussi président de l'ancienne commission interdisciplinaire du CNRS dédiée à la cognition, au langage et au traitement de l'information des systèmes naturels et artificiels. Et Ah, tu la es un belle époque. Ouais, absolument. Tu es un spécialiste du fonctionnement du système visuel dans le cerveau biologique, mais tes travaux ont aussi établi beaucoup de liens avec la modélisation mathématique, l'ingénierie ou encore les réseaux de neurones artificiels comme ceux utilisés en IA. Et donc j'aimerais qu'on commence directement avec la question majeure du coût énergétique des algorithmes actuels en IA. Le type d'algorithmes qui sont au cœur des progrès actuels, notamment les grands modèles de fondation, semble extrêmement énergivore. Alors qu'est-ce que tu peux nous en dire? Que je suis halluciné quand j'entends que les gens vont mettre, euh, Microsoft et OpenAI vont dépenser 100 milliards de dollars pour faire Stargate, un système qui va consommer 5 gigawatts d'énergie. Il y a des gens qui proposent d'utiliser lancer spatial pour mettre des serveurs dans l'espace. Alors, bien évidemment, Elon Musk sera ravi de pouvoir fournir tous les trucs pour monter l'IA dans l'espace. Et je dis, pensons, pensons, euh, écoutez un peu ce que font les chercheurs qui travaillent sur le cerveau, qui utilisent 20 watts. Je fais un calcul très simple. Bon, on sait très bien que Deep Learning, ça a tout bouffé depuis 2012, quand Jeff Hinton pris Nobel et ces deux étudiants qui sont devenus extrêmement célèbres chez OpenAI avant, etc. Ils ont raflé tout avec AlexNet. Ce système-là marchait très bien, hein, et c'est pour ça que d'ailleurs ça a tout pris, mais utilise un modèle dans lequel il y avait 650 000 neurones. Chaque neurone faisait des calculs où il prenait toutes les entrées, chacun avec un valeur virgule flottant, un autre virgule flottant pour le poids. On multiplie les trucs, on les ajoute, et pour chaque neurone, à chaque calcul, on doit faire tourner tout. Donc, en gros, vous faites ça, c'est comme une feuille d'Excel. Bon, même à l'époque, c'était une feuille d'Excel avec 650 millions de paramètres, si je me souviens, de synapses en quelque sorte. Euh, mais aujourd'hui, les modèles font la même chose. Bon, on a ajouté des transformers et des choses comme ça, mais en gros, c'est toujours la même chose. C'est énormément de calculs en virgule flottant. Et j'ai fait les calculs. Bon, si vous voulez vraiment simuler le cerveau humain comme ça, 86 milliards de neurones, on va dire 7000 connexions par neurone, parce que bon, des fois, ça peut être quelques milliers, mais dans le cervelet, Mhm. il y a 100 000 synapses sur une cellule Purkinje. Donc, quand je dis Ouais. 7000, en moyenne, le nombre de synapses, c'est assez raisonnable. Et on va dire on va recalculer l'état de tous ces neurones, tous les millisecondes, 1000 fois par seconde pour pouvoir simuler mon cerveau. On fait ça, on a besoin de, je fais le calcul, 600 petaflops. Il y a 3 ordinateurs sur la planète qui peuvent simuler un cerveau de cette manière-là. 3. Ils sont tous aux États-Unis. Il y a le nouveau système Jupiter qui va être installé en Allemagne qui, qui vont pouvoir faire ça à la fin de cette année, c'est peut-être déjà en route, mais ça utilise 20 mégawatts. En fait, le système
En Europe, c'est seulement 18 mégawatts. Mais c'est 1 million de fois plus que le cerveau. Donc, oui, ça marche. Oui, on peut faire du fric avec. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui font du fric avec. Mais c'est un non-sens parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui marche pas avec ce type de simulation. Ça marche, on peut faire du backpropagation pour apprendre les données et stocker toutes les connaissances du monde dans un réseau large language model et tout ça, donc ça marche. Mais c'est complètement débile. Et alors, c'est quoi le secret du cerveau? Ben, si on a entend prix Nobel Jeff Hinton, lui, il pense que c'est parce que, en fait, les vrais neurones ne font pas des calculs en virgule flottant, ils utilisent des valeurs analogiques, les voltages et des courants des résistances. Donc, effectivement, plutôt que de faire un calcul très lourd computationnellement, on peut utiliser quelque chose comme un memristor. Donc, on a une ligne ici, c'est l'entrée, la ligne ici, c'est la sortie. Tu as un truc entre les deux que tu peux programmer, un résistant programmable. Et donc, il y a pas mal de gens en neuromorphic computing qui pensent que ça, c'est une bonne piste. Et je ne dis pas que ce n'est pas une bonne piste, mais ça, à mon avis, ce n'est pas la bonne solution parce que pour moi, et c'est une idée que je pousse depuis très, très longtemps, la clé, c'est l'utilisation des spikes, des potentiels d'action. Ça fait plus de 30 ans que je milite en faveur de l'idée qu'il faut prendre en compte le fait que les vrais neurones n'envoient pas des valeurs en virgule flottant, ils envoient des spikes. Et alors, il y a un débat absolument fascinant qui est l'année dernière euh, où il y avait Yann LeCun et Bill Daly, c'est le chief scientist chez NVIDIA, contre deux neuromorphiques, chercheurs neuromorphiques. Et Yann LeCun, que j'adore, hein, c'est un bon copain, mais bon, sur ce plan-là, quand je lui dis, Yann, tu ne penses pas que c'est important que le cerveau utilise des spikes? Il a dit, je ne sais pas. En tout cas, ça marche très bien sans. Bon. Bill Daly, chief scientist chez NVIDIA, a dit l'utiliser des spikes, c'est absolument stupide parce que pour envoyer 8 bits, une valeur entre 0 et 255, il faut envoyer jusqu'à 255 spikes. Bill, bon sang, il faut que tu lises ce que j'ai dit il y a 30 ans, parce qu'effectivement, oui, tu peux envoyer 255 spikes pour dire 255, ou tu peux dire, avec 10 neurones, par exemple, tu les laisses décharger dans une séquence, et le neurone qui décharge en premier, c'est le plus actif. Tu peux, alors, juste tu prends pour prendre un spike, ça peut valoir combien d'informations? Tu prends la rétine. 1 million de fibres qui sortent derrière. Et bon, on va oublier le fait qu'il y a un peu d'activité spontanée, mais vous êtes dans le noir, vous ouvrez les yeux en regardant le ciel et vous regardez toutes les étoiles. Où est l'étoile le plus brillant? Eh bien, c'est là où le neurone dans la rétine qui décharge en premier. Si tu peux détecter qui décharge en premier, tu as transmis en fait, parce qu'il y a 1 million de possibilités, je pense que c'est 20 bits d'information. Hein. 2 puissance 20, ça fait à peu près 1 million, je crois. 20 bits avec un seul spike. Bill Daly, écoutez les neurophysiologistes, votre système, c'est complètement débile. Et, ça fait 30 ans que je dis ça. Et je tiens un truc euh, conférence aux États-Unis, Neuro-Inspired Computing Elements. C'était à La Jolla. C'était la première fois que je suis parti là-bas depuis un certain temps. Et il y avait tous les gens de IBM, de Intel, etc. Ils étaient tous là en train de parler de... Même les neuromorphiques, ils prennent l'hypothèse que, en fait, pour simuler, même avec des spikes, il faut considérer qu'il faut énormément de spikes. Donc, il y a le dernier cri, il y a Spinnaker, Spinnaker 2. Vous voyez les systèmes. Steve Ferber, qui a fait Spinnaker 1, il était très fier parce qu'en 2000,
18 ou 19, ils ont allumé le Spinnaker System à University Manchester, 1 million de processeurs et ils arrivent à faire 1 milliard de neurones avec. Et ça consomme 100 kilowatts. Le dernier cri, en fait, c'est Deep South, c'est le système en Australie où ils ont un énorme truc et ils disent qu'ils peuvent simuler tout le cerveau. En fait, c'est une montagne de FPGA qui doit faire. Ils disent on peut simuler le cerveau humain parce qu'on peut faire 230 teraflops de calcul, etc. Mais en fait, tout ça, c'est basé sur une idée qui est malheureusement très, très courante, même chez les neurophysiologistes qui croient qu'il y a un paquet de neurophysiologistes qui pensent que c'est le taux de décharge des neurones qui est important. Mais l'autre, donc, il se trompe parce qu'en fait, oui, quand on augmente l'intensité d'un stimulus, le taux de décharge augmente. Mais ce que je raconte, c'est que Lord Edgar Adrian, 1927, a publié le premier article sur le système visuel et il a montré que quand on change l'intensité d'un stimulus visuel et on réduit l'activité dans le nerf optique, oui, on change le taux de décharge, mais on change la latence aussi. On augmente l'intensité, le neurone décharge plus tôt. Donc, je dois admettre que quand j'ai raconté que la latence de décharge pouvait être un code en 1990, je ne savais même pas que ça a été montré en 1927, parce qu'il y avait une espèce de euh, embargo sur le fait que le latence est un code extrêmement utile. Et donc, ça, c'est un premier truc. Et puis, bon, je vais essayer d'arrêter bientôt. L'autre chose, c'est que les gens croient que le cerveau est incroyablement actif. C'est-à-dire que je demandais à des gens à ce colloque, quel est le taux de décharge des neurones dans mon cerveau en ce moment. Et beaucoup de gens disaient, ah bon, on sait que le taux de décharge au repos, c'est 1 à 2 spikes par seconde, et ça peut aller jusqu'à 100. Allez, on va dire que c'est une dizaine de spikes par seconde par neurone. On en a 86 milliards, donc ça fait 860 milliards de spikes par seconde. Eh bien, ça a été démontré par les problèmes énergétiques par Peter Lenny, article de 2003, qu'il n'y a pas assez d'énergie pour avoir autant de spikes. Il a calculé, ça ne pouvait pas être plus que 0,1 spike par seconde. Et il n'a pas laissé ouvert la possibilité qu'en fait, beaucoup de neurones peut-être ne font rien du tout. Autre chose qui date de il y a très longtemps, en 68, quelqu'un avait remarqué que c'est bizarre, on traverse le cortex visuel comme Hubble et Wiesel avec une électrode et on traverse 2 mm de cortex. On aurait dû enregistrer peut-être 200 neurones, mais on en voit une dizaine. Où sont, sont toutes les neurones? Ça a été soulevé en 68. Et le problème est toujours là. Il est extrêmement probable, à mon avis, que la plupart des neurones dans mon cerveau, en ce moment, alors que je suis très énervé et tout ça, en fait, sont totalement silencieux. Et donc, pour moi, la clé de l'efficacité du cerveau humain, c'est en fait le fait que c'est très, très silencieux. Si ce n'était pas silencieux, on utiliserait une quantité d'énergie absolument phénoménale. C'est déjà cher faire tourner un cerveau, mais en fait, bizarrement, quel que soit, alors, je pense que tu as parlé de ça, l'utilisation en oxygène et énergie du cerveau, en fait, c'est remarquablement stable. Mais c'est pas parce que c'est bizarre, hein, on dirait que quand je suis en train de réfléchir beaucoup, le cerveau devrait consommer plus d'électricité, plus d'énergie, mais en fait, non, hein, c'est relativement stable. Et je pense qu'en fait, le système est construit de telle sorte que seulement un petit nombre de neurones peut décharger à un moment donné. Et je dirais même que les oscillations qu'on trouve, c'est le cerveau qui est en train de sélectionner à chaque cycle
que ça soit alpha, gamma, theta, etc. On choisit les neurones les plus actifs et on laisse que les plus intéressants d'échanger. Et quand on fait ça, non seulement on a divisé par un facteur d'1 million le nombre de quantité d'énergie, mais en plus, autre chose qui vient avec, ça devient compréhensible. Les deep learning, les trucs, tout le monde sait que ça marche, on a les bonnes réponses, mais tu cherches dedans comment ça, quel est le raisonnement? Ben, on a maintenant OpenAI avec le O1, tu vois une séquence de raisonnement un peu, mais la plupart des systèmes, il n'y a absolument rien. C'est une feuille d'Excel, vous appuyez sur le bouton, brrr, il fait plein de calculs et à la fin, il dit c'est un chat, par exemple, ou je ne sais pas quoi. En utilisant à chaque calcul, vous avez 175 milliards de paramètres, voire plus, et vous les utilisez tous, chaque fois. Alors, même pour une question pour laquelle on n'a absolument pas besoin de tous ces trucs-là, on les utilise. Et donc, allez, je vais bientôt arrêter. Oui, les systèmes artificiels aujourd'hui sont cons parce que ils utilisent toutes les voies synaptiques et tous les neurones, même pour dire quel est le 2 plus 2 égale, fait tourner le tout et on a la réponse. Oui, c'est pas comme ça que marche le cerveau, sinon on sera mort. Ouais, Bon, effectivement, Simon. Effectivement, peut-être qu'un des gros problèmes, c'est qu'on se focalise sur une performance au lieu de considérer une performance divisée par le coût énergétique. Et c'est crucial dans le contexte actuel. Pour résumer, donc, tu rappelais que le cerveau consomme entre 15 et 20 watts de façon constante. C'est 4 à 5 fois moins qu'un ordinateur portable. Et alors, tu as fait les calculs, 1 million de fois moins que ces gros modèles. Mais effectivement, ça représente pour le cerveau 175 kWh de consommation annuelle. Là, j'ai quelques chiffres d'il y a quelques mois. ChatGPT, c'est 180 millions de kilowattheures par an, donc c'est l'équivalent de 17 000 foyers américains moyens. Et j'ai lu aussi que l'intégration de l'IA dans les recherches de Google représenterait 29 milliards de kilowattheures par an. Donc on est vraiment dans des chiffres colossaux. On est dans oui. une course apparemment à l'agrandissement de ces modèles, à l'agrandissement du nombre, multiplication du nombre de paramètres. Donc un coût qui va n'être que croissant. Et on estime que déjà en 2027, ça devrait représenter 0,5% de la consommation énergétique annuelle du monde, quoi. Donc ça veut dire qu'on là, on est en train de faire fausse route. Ça devrait être une priorité quelque part de regarder ça Absolument. autrement. Et Oui. donc tu nous dis, le cerveau, parmi les clés, il y a ce codage de l'information qui est différent par l'ordre des spikes et peut-être aussi la latence, et un pourcentage énorme de neurones qui sont la plupart du temps silencieux. D'ailleurs, ce que tu appelles la matière Ah, noire quelque part. pas Ouais. bien, ouais. Oui. Donc ça, c'est peut-être une des clés. Bon, au fond, le calcul neuromorphique, c'est déjà un pas, une étape. C'est déjà bien que ça soit mis en avant. Ça pourra diviser en partie les coûts de calcul. Mais ce que tu dis, c'est qu'on pourrait diviser beaucoup plus Ouais. cette consommation Oui. énergétique si on se prenait davantage inspiration du fonctionnement du cerveau. Oui. Parce que moi, bon, mon dernier projet scientifique, je pense probablement, c'est ce que tu appelles TerraBrain. C'est à la fin de mon ERC Advanced Grant en 2019, j'avais fait un proof of concept proposition, ce que j'ai appelé TerraBrain. C'était l'idée de simuler des énormes réseaux de neurones avec autant de neurones que le cerveau humain, mais en utilisant, en gros, un ordinateur de bureau ou même un laptop. Ça a été très, très bien évalué, mais n'a pas été financé parce que j'avais pas le chemin commercial n'était pas assez bien défini. Ce qui est un comble, vu qu'à l'époque, je travaillais avec BrainChip, la compagnie qui avait acheté SparkNet Technology en 2016. J'ai demandé à BrainChip une lettre, juste une lettre pour dire on est intéressé par ce que dit Thorpe et qu'on pouvait commercialiser quelque chose si. C'est tout ce que j'ai demandé. Ils m'ont rien donné et donc je n'ai même pas eu le financement proof of concept. Aujourd'hui, je n'ai pas arrêté et j'ai quand même, j'ai eu un ANA avec des collègues à l'IRIT qui incluait l'idée de développer un système
qui pouvaient tourner sur un Mac. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais en ce moment. Bon, j'ai un Mac, là, je travaille avec mon MacBook Pro et avec 24 gigas de mémoire, mais j'en ai un autre avec 128 gigas de mémoire. Pour moi, ça, c'est assez pour simuler le cerveau entier. Et les connexions sont, donc, pour chaque neurone, j'ai un compteur 8 bits, euh, un byte, qui représente le niveau d'activation du neurone. Et en gros, tout ce que le système doit faire, c'est de compter le nombre de votes pour chaque neurone et à chaque vague de calcul, on repère les neurones les plus actifs et c'est eux qui vont être choisis pour décharger l'étape suivante. Et les poids sont tous stockés sur les SSD. Là j'ai 16 teraoctets de mémoire. Malheureusement, c'est pas très rapide parce que la connexion n'est qu'un Thunderbolt 3. Euh, mais les nouveaux Mac qui viennent de sortir, c'est Thunderbolt 5, c'est 120 gigabits par seconde de transfert. Et donc, je peux lire des listes de connexions extrêmement rapidement. Et je suis convaincu que je vais pouvoir propager au moins 1 million de spikes par seconde dans un réseau, quelle que soit la taille du réseau. Et c'est ça qui est très intéressant. Que j'ai fait 4 milliards de neurones, 16 milliards de neurones, nombre de neurones de néocortex, 100 milliards de neurones, plus que le cerveau, 1000 milliards de neurones, en fait, ça ne change rien. Parce que c'est l'histoire de matière noire. Je peux avoir autant de neurones que je veux. Si je ne prends que 1000 ou, à faire décharger par étape, par cycle de traitement, tout ce que je dois faire, c'est de trouver vers quels sont les neurones qui reçoivent de ces neurones-là et je dois mettre à jour les cibles. Ça, pour ça, je dis, le neurone numéro 350 000 machin truc à décharger, vers qui il est connecté. C'est un fichier sur mon truc à l'extérieur ici, avec une liste qui doit être mis à jour. Quelle que soit la taille du réseau, c'est le même calcul. Et donc, je vous assure, messieurs, dames, je peux le faire, je vais pouvoir le faire très bientôt par 100 milliards de neurones, chacun avec des centaines de connexions, et je vais pouvoir le simuler, et ça tourne sur un Mac. Et ça m'effraie, parce que, alors, il y a 2 ans, j'ai fait, c'est amusant de regarder ça d'ailleurs, il y a Callum Chase, fait un truc qui s'appelle London Futurist Podcast. Et donc, je connaissais Callum depuis très longue date parce qu'on était dans un truc, Economic Singularity Club, où on réfléchissait tous les 6 semaines sur l'impact de l'IA et l'automatisation sur l'emploi. C'est notre sujet, bien évidemment. Mais avec Callum, j'avais fait ce truc et j'avais dit, bon, moi, j'ai cette technologie qui tournerait sur un Mac où je peux faire plus de neurones que le cerveau humain. On a une règle de l'apprentissage qui est extrêmement simple et bio-inspirée, où il n'y a pas de backpropagation et tout. Personne ne croit que le cerveau fait ça, d'ailleurs. Tout est appris sur le coup, avec une règle d'apprentissage euh, euh, où on n'utilise que des synapses unary, c'est-à-dire que c'est même pas binaire. C'est un synapse même pas virgule flottant, c'est même pas binaire, c'est pas 0 ou 1, c'est soit 1 ou ça n'existe pas. C'est-à-dire que, chose très amusante. Donc, j'ai cru que j'avais découvert ça en 2000, après la création de SpikeNet Technology en 99. J'avais créé, donc avec 2 étudiants que j'avais à l'époque, Nicolas Guilbeault, que j'aimerais mentionner, il travaille toujours chez BrainChip. On a découvert qu'on n'avait pas besoin de points synaptiques variables, des points de 1 suffisaient. Et, on avait fait une règle d'apprentissage qu'on n'a jamais publiée, dans lequel, pour apprendre, par exemple, une image,
on prend les quelques neurones qui déchargent en premier et on les branche sur un neurone cible. Donc, pour faire un système qui peut reconnaître un visage, ou un visage, pour moi, deux lignes horizontales, une ligne horizontale là et une ligne verticale là, c'est un visage, non pour quel humain, quatre lignes, ça fait un visage. Et on peut apprendre ça en un essai, en disant, voilà, sur toutes les neurones qui sont actives dans le cortex visuel et les détecteurs d'orientation, choisissez les plus actifs et fixez un poids sur un neurone qui va détecter ça. Et ça marche du tonnerre. Et on n'a jamais gagné de l'argent. Là, c'est une autre histoire, parce que je pense que... Bon, euh, pourquoi? Parce que le gérant de la boîte n'était pas intéressé à promouvoir ça. Il voulait juste faire son truc de détection des logos dans les événements sportifs. On n'a jamais rien fait avec. Et donc, le résultat, c'est que 16 ans plus tard, on n'avait plus de fric et on a été racheté par BrainChip. Mais voilà le comble. Donc, j'étais en train de préparer ma conf à Bordeaux et Mehdi, tu étais là sur the Alfred Fissard Lecture. Alors, je voulais parler de mon règle d'apprentissage qu'on a découvert en 2001 ou 2, qu'on n'avait jamais publié, parce que secret source pour la société, il fallait le protéger. Et puis, je suis allé sur ChatGPT-4 et j'ai dit, What can you tell me about unary neural networks? Et ChatGPT répond, Unary neural networks were first proposed in 1993 par Kak. Premier article dans l'Indian Journal of Physics. Et donc, il avait proposé exactement le même règle que moi, en gros, où tout est fait. Plus tard, il appelait ça Instantaneous Neural Networks. Ça a été cité une dizaine de fois, quelque chose comme ça. Kak avait fait un brevet en 1996 qui a été abandonné 10 ans plus tard. Personne n'a jamais rien fait avec. Voilà. Encore une histoire où effectivement, non, on n'a pas besoin de poids synaptique en virgule flottant. En fait, on n'a même pas besoin de binaire parce qu'il suffit de fixer à 1 les connexions que l'on utilise. Économie de mémoire absolument astronomique. Donc, quand je dis que je peux faire avec mon Mac un réseau de neurones avec 100 milliards de neurones, chaque neurone peut se brancher sur n'importe quel autre neurone. Ça veut dire qu'il y a 100 milliards au carré connexions possibles. Donc, message pour Jeff Hinton, si vous voulez faire ça avec des memristers, bon courage, parce que 100 milliards au carré d'éléments comme ça, et non. Alors que dans une simulation qui peut tourner sur un Mac, on peut le faire. On peut brancher n'importe quel neurone sur n'importe quel autre neurone. On peut faire toutes les architectures imaginables. Vous voulez un système avec 7 couches en feed-forward, aucun problème. Vous voulez 150 couches, comme dans certains modèles de la vision, vous pouvez faire la même chose. Vous voulez un recurrent network où tous les neurones peuvent se brancher n'importe où, aucun problème. C'est juste la liste des connexions de chaque neurone. Je devrais aussi dire que merci à Arnaud Delorme qui en 1998 a écrit le premier simulateur SpikeNet et c'était exactement ce qu'on faisait. Bon, on avait des points synaptiques variables, mais l'idée c'est que quel que soit le taille du réseau de neurones, en fait, tu ne fais des calculs que si un neurone décharge. Et on plaisantait en 1998 qu'on pouvait déjà simuler le cerveau humain en temps réel avec les ordinateurs de l'époque si aucun neurone décharge. Donc, effectivement, si vous voulez simuler un neurone, un cerveau qui est où on refroidit le cerveau à 18 degrés pour la chirurgie cardiaque, c'est ce qu'on fait d'ailleurs, on refroidit le cerveau, ça s'arrête de fonctionner, il n'y a plus de spike, on fait 40 minutes de chirurgie cardiaque avec le cœur arrêté, et ensuite on remonte la température du patient, et ils n'ont aucun problème, ils vont retourner au boulot le lendemain, alors que le cerveau était arrêté pendant
pendant 40 40 minutes. minutes, jusqu'à 40 minutes, c'est le maximum, je pense qu'on peut faire comme ça. Complètement arrêté et zéro spike. Donc, bah, je peux simuler ce cerveau-là, même en 98. Aujourd'hui, je peux faire 1 million de spikes par seconde sans le moindre problème sur mon Mac ici. Mais En tout cas, l'important, c'est que ce n'est pas comme les gens chez OpenAI et Meta, Facebook, et Microsoft et tout ça. Ils sont tous sur un modèle qui est absolument suicidaire pour la planète, je dirais, parce que si on les laisse continuer, on va se bousiller la planète. ouais, je trouve, en tout cas, tu es en train de mettre la lumière sur un des nœuds importants peut-être même des solutions ou du problème tel qu'on le constate. C'est la question de comment on favorise le transfert technologique et à partir notamment des laboratoires de recherche qui s'intéressent à comment ça fonctionne dans le cerveau. On devrait en ce moment soutenir plein de startups, chacune peut-être qui explore une de ces pistes avec des neurones et des synapses peut-être même variables, d'autres binaires, d'autres unaires, comme tu le dis. Mais en fait, on devrait être en train de mettre le paquet sur ça et il sortirait des solutions beaucoup moins énergivores et il faudrait qu'il y ait une incitation.